Donc ce matin, j'ai 2 personnes. On recommence tout doucement. Je voulais déjà voir un peu comment, ça se passait pour moi à la reprise parce que du coup, la semaine dernière, j'ai dû annuler, plusieurs rendez-vous étant donné que j'ai été malade, et que là, pour le coup, j'étais tellement KO que c'était pas possible vraiment d'être physiquement assise et présente, en séance. Donc j'ai dû annuler ça. Ça aussi, je sais que c'est des choses qui reviennent, très souvent dans le syndrome de l'imposteur chez, les psychologues et les étudiants aussi, ce côté mais comment je vais faire ou qu'est-ce que je vais devoir dire si je dois annuler. Des fois on n'a pas le choix, clairement on reste humain et la plupart des patients en fait le comprennent parce qu'ils sont aussi humains. Donc je le dis, je suis désolée, je suis souffrante et pour le coup je vais pas pouvoir être présente. Par contre je propose évidemment de recaler le rendez-vous et les personnes comprennent en fait. C'est comme moi, comme mon superviseur me dit qu'il ne peut pas être présent, c'est totalement ok, je préfère largement qu'il puisse se reposer et qu'on reprenne un rendez-vous pour plus tard plutôt que de venir quand même en séance et que la séance soit pas très productive, intéressante par rapport à son état. Donc c'est ok d'annuler les rendez-vous quand vous vous sentez pas. Alors évidemment l'idée c'est pas de le faire tout le temps. Pour le coup moi c'est très rare que je le fasse. Je le fais si vraiment je suis pas bien et je suis pas apte à. Ça arrive et c'est ok. En tout cas ce matin je vais donc du coup relire le dossier d'une patiente. Donc on avait fait une seule séance et là ça va être la deuxième. Et ensuite je vais avoir une nouvelle personne, donc un nouveau dossier à créer. Et tout ça je vous ai montré dans la dernière vidéo comment je faisais pour créer ce dossier là. Évidemment juste après je vais vous parler de ce que j'utilise comme logiciel réellement. Il est 12h34 et je vais profiter de ce moment de pause pour pouvoir répondre aux commentaires que vous m'aviez posés sous la dernière vidéo, notamment comment est-ce que j'ai fait pour constituer une patientèle, en combien de temps et quels conseils je pourrais donner pour les personnes qui souhaitent se lancer en visio. Pour recontextualiser un petit peu, c'est vrai que moi j'ai lancé mon activité en ligne en 2022. À cette époque-là, je travaillais déjà dans un foyer d'accueil médicalisé à mi-temps. Mon souhait à ce moment-là, c'était de ne pas rester enfermée dans le milieu du handicap. J'apprenais beaucoup de choses et finalement les thérapies comportementales étaient très aidantes à ce moment-là, mais j'avais très envie aussi de pouvoir développer les autres outils que j'avais acquis en master et dans d'autres formations et donc de pouvoir les mettre aussi en pratique. Néanmoins, je savais que j'allais potentiellement déménager, j'avais pas encore vraiment programmé tout ça, donc ça faisait sens pour moi que de ne pas prendre de cabinet et que de faire cette activité en ligne. En fait, ça s'est rapidement mis en place. J'y réfléchissais déjà en master parce qu'en master il y a eu donc le Covid et suite à ça les personnes qui du coup avaient un cabinet physique faisaient de la visio parfois à 100% et c'est quelque chose qui est resté même dans même auprès des personnes qui ont un cabinet physique, ils continuent souvent à avoir ce côté visio et c'est très demandé en fait. Donc ça faisait sens que de pouvoir répondre à cette demande et en même temps ça répondait à moi aussi mes besoins. Je voulais pas prendre un cabinet physique pour au final lâcher les personnes quelques mois plus tard. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque quelques mois plus tard, j'ai complètement changé de région. Combien de temps après j'ai mis pour trouver une patientèle? Vous avez aujourd'hui des sites qui vous permettent des référencements, des sites qui sont très connus comme par exemple Doctolib, mais vous avez aussi des plateformes qui se disent être un petit peu plus spécialisées dans la santé mentale comme psychologue.net. Moi je me rappelle qu'à l'époque, ça se présentait pas forcément ce besoin de pouvoir me mettre au début sur une plateforme de référencement parce que j'avais du coup l'activité salariale et financièrement du coup le libéral ça restait un plus et j'avais pas forcément envie d'avoir plein de patients et de me sentir débordée. C'était au début le temps de trouver aussi des sites qui étaient sécurisantes pour faire les visios, le temps de trouver aussi mon équilibre, donc ça se présentait pas forcément. Puis j'ai eu cette envie de pouvoir me mettre seulement au libéral, en visio notamment, et donc là pour moi se posait la question de comment je vais faire mon référencement et j'ai commencé effectivement à me mettre sur une plateforme de référencement qui m'a permis en fait de pouvoir avoir une vitrine et avoir un petit peu plus de visibilité grâce à des mots-clés, grâce à des référencements en fait tout simplement. Quand vous tapez certains articles par exemple sur les réseaux, il suffit que vous ayez écrit un article et que des mots-clés reviennent pour que vous ayez plus de chances d'avoir votre référencement. Donc il y avait tout un tas de choses à mettre en place qui, moi, au bout d'un moment, ne me
correspondait plus vraiment, et c'est pour ça que j'ai décidé effectivement de faire mon propre référencement en continuant à parler de santé mentale, à être présente sur les réseaux pour les personnes, et cet échange-là direct auprès des personnes, dans ce que je peux publier, dans le retour, en fait moi me permet de comprendre ce qu'il en est, de ce qui se passe, de rester en fait dans l'actualité plutôt que derrière une vitrine où les personnes pourraient cliquer dessus mais sans que j'ai vraiment d'échange avant avec eux. Moi j'aime beaucoup ce côté échange, partage, et j'apprends beaucoup. Quand je fais des lives sur TikTok, j'apprends énormément parce qu'on pose des questions et des fois je sais pas, hein. C'est pas parce que j'ai le titre de psychologue que ça y est je sais tout et que je suis experte en santé mentale. Il y a forcément des choses que je sais pas, et heureusement, parce que de ne pas savoir me permet de faire des recherches, et ces recherches-là me permettent de savoir. Et même en sachant, eh bien, je le prends pas toujours pour acquis, et je me permets quand même de pouvoir revoir un peu ce qu'il en est de la littérature. Ça me pousse aussi à participer à nouveau à des congrès, à des formations, et du coup de pouvoir m'ajuster à ce qu'il en est des questionnements des personnes aussi, etc. Donc je trouve les réseaux sociaux super intéressants. Tout dépend de comment on les utilise, mais du coup je trouve que ça peut être vraiment très important et très intéressant pour vous aider à constituer une patientèle. Mais effectivement, il faut quand même garder en tête des valeurs que vous pouvez avoir, et les valeurs qui pour moi sont importantes en tant que psychologue, ça reste l'authenticité et la bienveillance. Si vous n'êtes pas authentique aussi au travers de vos réseaux, au travers des personnes que vous accompagnez, au travers de l'échange que vous allez avoir aussi auprès des personnes, il faut juste trouver ce qui va être aidant, ce qui va être pertinent pour vous par rapport au temps que vous voulez consacrer aussi, et tester. Est-ce que je vais être certain ou pas d'avoir assez de patients dans le mois? Eh bien ça, de la même manière, vous ne pourrez pas savoir tant que vous n'aurez pas trouvé votre stratégie, votre référencement à vous, qui correspond aussi à vos valeurs en tant que psychologue. Ça restera toujours l'incertitude. Et on en revient à cette anxiété qui vient vous dire, mais finalement, attention, parce que si tu fais ça, peut-être que tu n'auras pas assez de patients, ou si tu fais ça, tu n'auras peut-être pas assez de patients. Et finalement, dans toutes les stratégies et les hypothèses que vous réfléchissez, vous prenez en compte que la possibilité de ne pas avoir assez de patients. Mais c'est normal. Si on n'a pas beaucoup de consultations, on n'a pas beaucoup de revenus, que ce soit en cabinet physique ou en ligne, en fait, les enjeux sont similaires. Et du coup, on en revient à ce côté entrepreneuriat. On n'a pas, en tant qu'entrepreneur, cette sécurité financière, parce que si vous gagnez beaucoup dans le mois, tant mieux, mais l'idée c'est de penser au mois où vous n'allez pas beaucoup gagner, notamment quand vous allez prendre des vacances par exemple, ou quand vous allez devoir payer des formations. Il y a toujours ce côté équilibre financier aussi qui est à trouver, et ça, cet équilibre-là, il faut la trouver avec aussi l'expérience. Et je sais que c'est bateau et que c'est pas évident, mais j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance dans les erreurs que vous allez faire, et faites-vous confiance aussi dans les réussites que vous allez avoir. Alors, il est actuellement 13h39, qui me laisse le temps de pouvoir vous raconter cette fois-ci quels sont les outils que j'utilise dans ma pratique en tant que psychologue en ligne. C'est vrai que la dernière fois dans la vidéo, je vous avais montré un outil numérique qui me permet d'accéder aux dossiers assez rapidement et de stocker en fait les dossiers des patients que j'accompagne. Tout cela, je l'utilise sur une tablette. Comme je vous ai dit, j'utilise GoodNotes pour noter et stocker tous les dossiers des patients. C'est du coup vraiment, je trouve, une application qui est super intéressante parce qu'elle n'est pas très chère déjà à l'année. Plus que ça, elle vous permet d'avoir plusieurs petits dossiers. Chaque dossier équivaut à un patient. Ce qui veut dire que lorsque je clique sur un seul dossier, j'ai accès à toutes les séances qu'on a pu faire, j'ai accès à toutes les informations importantes vis-à-vis de ce patient si un jour j'en ai besoin. J'ai 3 personnes cet après-midi, je vais relire rapidement du coup les séances avec la personne qui va suivre juste après, et ensuite j'aurai quelques minutes à chaque fois entre les séances pour relire à nouveau les séances précédentes et pour pouvoir faire les séances qui vont suivre, et on se retrouve tout à l'heure.
17h15. Je viens tout juste de terminer ma dernière consultation qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Et j'ai du coup pas eu le temps de faire les factures que je ferai après, mais par contre j'ai des appels à passer. Donc je vais appeler 2 personnes cet après-midi pour des potentielles demandes, questionnements, du coup des échanges dont j'ai eu. Donc je vais faire ça et ensuite je terminerai avec les factures juste après. Donc il est 18h, je viens de terminer de faire les factures, de les envoyer et de pouvoir envoyer aussi les exercices aux personnes que j'accompagne pour la prochaine fois, pour la prochaine séance, puisque pour la plupart il y a eu des exercices qui ont été mis en place et ça me permet de rebondir sur un commentaire qu'on m'a posé. C'était donc, est-ce que tu penses qu'il serait possible de partager certains exercices que tu donnes à tes patients en expliquant pourquoi celui-ci et pas un autre? Dans ma manière de travailler, il faut comprendre avant de réfléchir aux outils plusieurs choses. Déjà, les outils ne se décident pas comme ça du jour au lendemain pour une personne. C'est pas aussi facile que ça de dire « Ah, vous avez une dépression? Ok, on va mettre en place ça. » Il y a toute une analyse et la prise en compte de l'histoire de vie de la personne qui est à faire avant. C'est pour ça que je dis aux personnes que j'accompagne que avant en fait de mettre en place les outils, il faut quand même s'attendre à ce qu'il y ait cette partie compréhension de ce qui se passe, compréhension de son histoire de vie. Finalement, on essaie de comprendre qu'est-ce qui l'a emmené à ça, qu'est-ce qui fait qu'il y a des facteurs qui déclenchent, qui maintiennent aussi, parce que ça donne beaucoup d'informations sur le choix des outils. Le choix des outils par rapport au patient, il se détermine en fonction de ce que la personne aussi, elle a expérimenté. Donc si vous n'avez aucune connaissance de son histoire de vie, c'est compliqué de pouvoir mettre en place des outils. J'ai parfois des personnes qui viennent me voir et qui me disent bah écoutez, moi de toute façon voilà ce qu'il en est, donc avec un bagage expérientiel plus ou moins important et les personnes vont ensuite me dire mais j'ai essayé les exercices de respiration, j'ai essayé la relaxation, la sophrologie, la méditation et tout ça et ça ne marche pas. Je sais que c'est des personnes du coup que je risque de brusquer ou qui ne vont pas comprendre du coup pourquoi on va mettre en place des exercices émotionnels, donc des respirations par exemple, de méditation, etc. Et du coup on va plus s'orienter sur des exercices qui vont être dans un point de vue cognitif au début parce qu'il y a ce besoin de tester d'autres outils qui va se présenter, qui vont faire plus sens pour eux que si je leur propose des choses qui ont déjà été mis en place et qui malheureusement n'ont pas fonctionné. Ça ne veut pas dire que les outils ne fonctionnent pas, ça veut dire que ça ne fait pas sens pour la personne et c'est à ce moment-là que vous parvenez à vous adapter à ce que vous entendez de la personne. Donc comment les outils se déterminent en fonction de ce que la narration en fait de la personne, en fonction de ce qu'elle vous dit, en fonction de son histoire de vie et en fonction de son vécu émotionnel aussi, émotionnel, intellect, cognitif et comportemental finalement en ce moment même. Donc le choix des outils déjà il va se déterminer, en tout cas le choix plutôt sur les sphères plutôt cognitif, comportemental ou émotionnel, vont se déterminer vis-à-vis de cela. Je parle dans un cadre du coup TCCiste. Il existe des outils sur la restructuration cognitive. Par exemple, on a effectivement ce fameux tableau-là. Ce tableau, je vais l'utiliser pour certaines personnes. Par exemple, le tableau d'enregistrement des pensées, ce qu'on appelle des pensées dysfonctionnelles. Ça, c'est le tableau d'origine. Je vais l'utiliser pour des personnes qui vont être plus sensibles effectivement à un travail cognitif et qui vont être disponibles aussi, qui vont être par exemple des personnes qui aiment bien écrire, qui aiment bien se poser et réfléchir à ce qui se passe. Parce que du coup, il y a forcément sur les 3 premières colonnes cette possibilité-là de réfléchir à son propre fonctionnement et ça, c'est pas évident. Et en séance, la première fois, en général, on travaille ensemble sur les 3 dernières colonnes pour pouvoir commencer à intégrer d'autres possibilités. Je sais que c'est pas évident au début quand on débute parce qu'on a besoin d'être rassuré sur le choix des outils, mais en fait, cette réassurance-là, vous l'aurez en fonction de ce que le patient vous dit. Est-ce que ça a plutôt fonctionné ou pas? Si on peut appeler ça réassurance, parce que même si ça n'a pas fonctionné,
c'est pas de votre faute ou c'est pas vous qui n'avez pas utilisé le bon outil, c'est peut-être parce que pour le moment ce patient-là n'est pas en capacité de mettre en place cet outil. Et si c'est pas possible, on va pas se dire on le met de côté, on met en place tout de suite un autre outil. Moi j'ai des patients qui viennent me dire non, j'ai pas réussi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que la réussite n'a pas pu se faire? Et le patient peut comprendre d'autant plus son fonctionnement, de ne pas lâcher l'affaire en disant cet outil fonctionne pas, on passe à autre chose. Non, parce que ça donne des informations si ça ne fonctionne pas pour le moment. Bref, du coup là pour ce soir j'en ai terminé. Je pense que je vais avoir besoin de consacrer un petit peu plus de temps au montage vidéo TikTok parce que j'ai des vidéos en brouillon, mais il faudrait que je fasse ce montage là et ça sera plus accessible pour moi et plus reposant ce soir de me focaliser là-dessus. Je suis pas sûre de faire un live TikTok aussi et voilà, la soirée va se terminer tranquillement avec du temps perso.